Thanksgiving est une grosse affaire dans ma famille. Pas pour la tradition ou la chaleur humaine, mais parce que c'est leur performance préférée. Mes parents mettent leurs tabliers assortis, préparent leur hors-d'œuvre parfait et paradent leur récit familial bien répété comme s'ils acceptaient un prix. Mais derrière tout ça, il y a de la pourriture, celle qu'on ignore si longtemps qu'on commence à penser qu'elle est normale. Le message vocal est arrivé 5 jours avant Thanksgiving. Lundi soir, je déchargeais les courses quand je l'ai vu. La voix de mon père est arrivée comme s'il lisait une note de service d'entreprise. Pamela, ta mère et moi avons parlé. Nous pensons qu'il est préférable que tu ne viennes pas cette année. C'est trop tendu. Nous avons décidé de te couper des vacances. Merci de respecter notre décision. Je savais exactement ce qu'il voulait dire par tendu. Ce n'était pas une question de manque de respect de ma part. Ce n'était pas une question de conflit. C'était parce que 2 semaines plus tôt, j'avais finalement arrêté d'acquiescer lorsque ma mère faisait ses petits commentaires sur le fait que mon travail n'était pas un vrai travail. Et je lui ai rappelé que pendant qu'elle était assise dans une maison qu'elle ne payait pas, c'était moi qui maintenais leur entreprise chancelante en vie en coulisses. C'était parce qu'au dîner le mois dernier, je n'avais pas ri quand mon père avait fait cette blague sur le fait que je ne garderais jamais un homme parce que j'avais trop d'opinions. C'était parce que j'ai finalement dit, vous deux agissez comme si vous m'aviez rendu service en me tolérant. Alors que la vérité est que c'est moi qui ai nettoyé vos désastres financiers pendant des années. Ils n'ont pas aimé ça. Ils ont dit que j'avais un ton, alors ils m'ont coupé de Thanksgiving comme un enfant puni. Je n'ai pas rappelé. Je n'ai pas supplié. J'ai juste envoyé un SMS, j'apprécie. Mais au fond de moi, j'en avais fini. S'ils ne voulaient pas de moi, très bien. Mais je n'allais pas continuer à flotter en coulisses, à soutenir silencieusement le cirque pendant qu'ils me dénigraient en tant que fille amère et dramatique qui ne comprend tout simplement pas à quel point ils ont travaillé dur. Ils voulaient de l'espace. Ils l'ont. Le même soir, je me suis connecté à nos comptes d'entreprise communs, la comptabilité, la paie, le logiciel fiscal, tout ce que j'avais reconstruit à partir de zéro après qu'il l'ait tellement gâché que l'IRS s'en est mêlé. C'était moi la raison pour laquelle il ne s'était pas noyé. J'ai supprimé mon nom, tout déconnecté, transféré les identifiants de connexion à l'adresse email commune, leur ai envoyé un dernier dossier avec tous les fichiers dont ils auraient besoin. Pas de notes, juste les données. Puis je me suis déconnecté et je suis allé me coucher. Pendant 36 heures, rien. Pas un seul SMS ni appel. Puis ça a commencé. Des appels de papa, puis de maman, puis des deux encore et encore comme s'ils essayaient d'appuyer sur un bouton de panique et de redémarrer le monde. Puis mon frère est arrivé. Il vit dans la même maison qu'eux. Il est plus âgé, marié, a un enfant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il choisisse un camp, et il ne l'a pas fait. Ces appels n'étaient que plus de bruit que j'ai coupé. Le deuxième soir, j'avais 84 appels manqués, et les messages vocaux ont commencé à s'accumuler. Au début, c'était de la confusion, puis de la panique, puis du désespoir. Pamela, nous ne savons pas comment accéder à quoi que ce soit. Pouvez-vous simplement nous guider à travers le processus? Tu prends ça trop à cœur. Nous avons besoin que tu nous aides à déclarer les impôts trimestriels. Ils sont dus cette semaine. À minuit, ma mère pleurait en arrière-plan. Papa avait l'air d'essayer de ne pas craquer. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ils voulaient une vie sans moi. Parfait. Je leur donnais juste exactement ce qu'ils demandaient. Mercredi matin, je ne pouvais même pas vérifier mon téléphone sans être inondé de messages vocaux. Mes parents étaient officiellement entrés en mode panique. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Pas par dépit, mais parce qu'honnêtement, je ne ressentais plus rien. Je regardais juste tout se dérouler comme quelqu'un feuilletant un feu qu'il avait lui-même allumé. Je suis quand même allé au travail, j'ai quand même déjeuné avec mes collègues, j'ai quand même fait les courses comme une personne normale. Pendant ce temps, il se défaisait, message vocal après message vocal. J'ai reçu un appel d'un numéro bloqué. Je n'ai pas décroché. 5 minutes plus tard, un autre message vocal est apparu. Pamela, c'est ton père. Nous ne pouvons pas accéder au tableau de bord de la paie. As-tu changé le mot de passe? Nous avons des chèques à traiter aujourd'hui. J'ai besoin que tu m'appelles immédiatement. 5 minutes après ça, un autre. Et, c'est encore moi. As-tu reçu le dernier message? Peux-tu juste nous expliquer rapidement? L'ironie était presque trop belle.
Je leur avais rappelé 6 fois d'écrire les mots de passe ou de configurer un email de récupération. Mon père a dit que j'étais contrôlante et condescendante. Maintenant, ils ne pouvaient pas ouvrir leur propre système. Le matin de Thanksgiving, ils ont essayé de faire comme si de rien n'était. Silence radio. J'ai pensé qu'ils allaient passer au contrôle des dégâts, inviter des cousins éloignés, publier quelques photos et prétendre que rien ne s'était passé. Faux. À 11h47, j'ai reçu un SMS groupé de tous les deux. Tu nous manques aujourd'hui. Sache juste que nous pensons à toi. Aucune excuse. Aucune mention de ce qu'ils ont fait, juste des mots vagues et polis qui ne signifiaient rien, comme si j'étais censé être touché. Je n'ai pas répondu. Le soir de Thanksgiving, j'ai fait rôtir un poulet et j'ai ouvert une bouteille de vin. J'ai regardé 3 films, allumé des bougies et me suis endormi avec mon téléphone en mode ne pas déranger. Quand je me suis réveillé vendredi matin, j'avais 29 nouveaux appels manqués, tous d'eux. Apparemment, le lecteur de cartes du magasin a cessé de se synchroniser. Le système que j'ai mis en place pour les ventes et l'inventaire, celui qu'ils disaient trop compliqué et exagéré, ne fonctionnait pas sans la synchronisation manuelle hebdomadaire que j'avais l'habitude de faire pour eux. Leur grande vente du vendredi noir, complètement gâchée. Vers midi, j'ai reçu un message vocal de ma mère. Sa voix était tendue, comme si elle avait pleuré. Nous savons que tu es en colère, et peut-être devrais-tu l'être, mais nous avons besoin que tu nous aides à réparer ça. Tu sais, nous ne sommes pas doués avec ces trucs technologiques. Tu es la seule qui comprend comment tout ça fonctionne. Puis elle l'a dit, et je ne l'oublierai jamais. Nous ne voulions pas te couper. Nous avions juste besoin d'un peu d'espace. Nous ne voulions pas gâcher Thanksgiving pour tous les autres, n'est-ce pas? Parce que j'aurais été celle qui l'aurait gâché. Pas les gens qui m'ont tendu une embuscade avec un message vocal passif-agressif et m'ont traité comme un problème de relations publiques. Je n'ai pas répondu. Ni à elle, ni à mon père. Pas même à mon frère quand il a appelé tard ce soir-là et a laissé un message disant que les choses allaient mal à la maison. Je n'ai pas demandé ce chaos. C'était un pas en arrière. Ce sont eux qui ont insisté pour faire comme si je n'avais pas d'importance. Maintenant, ils s'étouffaient dans leur propre silence. Dimanche, les choses ont vraiment tourné. Ma mère a envoyé un long message sinueux sur la façon dont elle me pardonnait pour les choses que j'avais dites et sur la façon dont elle espérait que nous pourrions aller de l'avant en tant que famille. Elle n'a pas dit pardon. Elle n'a rien assumé. Elle l'a juste lancé comme si j'allais revenir en rampant parce qu'elle le permettait. Puis lundi est arrivé, le jour de la paix. À 7h08, j'ai reçu un appel de la ligne fixe de leur magasin. Je l'ai regardé sonner. Puis est arrivé un message vocal. Pamela, les chèques ont été rejetés. Le système dit que nous sommes bloqués. Nous avons des employés qui appellent. C'est grave. Tu dois réparer ça. Je n'ai même pas ouvert le message. Je l'ai juste supprimé. Puis un autre. Pam, nous t'en supplions maintenant. S'il te plaît. Ce n'est pas une blague. Nous n'arrivons pas à traiter les impôts. Nous avons tout essayé. 27 appels ce jour-là. À 15h, mon père m'a envoyé un email de 3 phrases depuis le compte du magasin. La ligne d'objet disait « Urgent ». S'il te plaît, aide-nous. Nous ferons n'importe quoi. Dis-nous juste quoi faire. Et toujours pas d'excuses, juste du désespoir déguisé en humilité. Ce soir-là, j'ai allumé une autre bougie, préparé le dîner et éteint à nouveau mon téléphone. Ils voulaient que je parte. Ils ne s'attendaient tout simplement pas à quel point ils comptaient sur la personne qu'ils essayaient d'effacer. Mardi soir, leur désespoir s'est transformé en quelque chose de plus laid. On pouvait l'entendre dans les messages vocaux. Mon père ne suppliait plus. Il était frustré. Il était passé de « Nous avons besoin de ton aide là, pourquoi nous ferais-tu ça ?» en moins d'une semaine. Et ma mère, ses messages étaient imprégnés d'un mélange de culpabilité et de droit. Ce genre de culpabilité qui n'est pas vraiment de la culpabilité, juste de la déception que les choses ne se soient pas passées comme elle l'imaginait. Pamela, ce n'est pas comme ça que les familles se traitent. Tu as fait valoir ton point de vue. Maintenant, reviens à table. Revenir à table comme si j'étais parti en trombe pour rien. Comme s'ils ne m'avaient pas coupé dans un message vocal d'1 minute quelques jours avant les vacances. Comme s'ils ne m'avaient pas jeté dehors puis essayé de me faire revenir quand ils ont réalisé que j'étais la seule à maintenir leur château de cartes financier en place.
Mercredi matin, j'ai reçu un email avec la ligne d'objet avis de pénalité de l'État. Il provenait du compte de leur entreprise. Le genre de mail qu'il m'aurait automatiquement transféré il y a 6 mois avec « Qu'est-ce que ça veut dire ?» dans la ligne d'objet. Maintenant, il l'envoyait juste sans commentaire, sans explication. Comme si j'allais le voir, paniquer et me précipiter pour le nettoyer. Je n'ai même pas ouvert la pièce jointe. Je savais déjà. Déclaration de revenus trimestriels en retard, défaut de paiement de l'impôt sur le revenu estimé, probablement une amende de 5 cents et un signalement pour vérification. Puis, sans avertissement, ma mère s'est pointée à mon appartement. Pas de SMS, pas de préavis, juste 3 coups légers. Je me suis tenu près de la fenêtre de la cuisine et je l'ai regardée. Elle avait l'air nerveuse. Elle vérifiait son téléphone, regardait la porte, frappait à nouveau. Je n'ai pas bougé. Je suis juste resté là à siroter mon café, à attendre. Après quelques minutes, elle est partie. 10 minutes plus tard, un autre message vocal. Pamela, je suis venu parce que je pensais que peut-être face à face aiderait. Je sais que les choses ont dégénéré. Nous ne voulions pas te blesser. Tu es toujours notre fille, et ces trucs d'entreprise, ça a dégénéré. S'il te plaît, viens nous parler. Toujours pas d'excuses. Juste cette même vague déviation. Nous ne voulions pas te blesser. Comme si me couper de Thanksgiving était un accident. Comme si j'étais juste trop sensible. Jeudi soir, j'ai finalement répondu à un appel. Pas de mon frère. Il se tient à l'écart des drames familiaux. Il vit avec eux, oui, mais se tient surtout dans sa propre petite orbite avec sa femme et son bébé. Alors quand il a appelé 2 fois de suite, j'ai pensé que c'était quelque chose. Il a fait court. A dit qu'il ne voulait pas s'impliquer, mais pensait que je devrais savoir. Mes parents prévoient de vendre la voiture. Ça m'a arrêté. La voiture, celle que tu leur as achetée plus tôt cette année. Maman dit que techniquement elle est toujours enregistrée au nom de papa. Ils disent que tu n'as jamais payé le prix total, que tu leur dois. J'ai acheté cette voiture en février, payé intégralement, viré l'argent directement sur leur compte, imprimé la confirmation. J'ai même payé le changement d'assurance et l'enregistrement, mais je leur ai fait confiance quand ils ont dit qu'ils s'occuperaient du transfert de titre. Ne t'inquiète pas, a dit mon père. Nous nous occuperons de la paperasse. C'était en avril. Je n'ai jamais fait de suivi. J'étais occupé. J'ai supposé qu'il l'avait fait. Et maintenant il me le reprochait. Pas seulement en menaçant de la garder. Il parlait de la vendre sous mes pieds. Ce moment était dégrisant. Il ne se débattait plus seulement. Il ripostait. J'ai dit à mon frère que j'appréciais l'avertissement. C'était tout. Il avait l'air mal à l'aise, comme s'il ne voulait pas être pris au milieu. Et je ne lui en voulais pas. Mais je n'allais pas me battre pour une voiture. Je n'en voulais pas. Je ne voulais rien d'eux. Ils pouvaient la garder, la vendre, la conduire d'une falaise. Je pouvais m'en aller propre avec les mains vides et une conscience plus claire que la leur ne le serait jamais. Et pourtant, je n'avais pas dit un mot à grand-père. Il n'avait pas d'ordinateur. Utilisait à peine son téléphone. Faisait encore tout sur papier. Mais il connaissait tous les coins de la famille. Qui devait quoi à qui? Qui a menti? Qui a couvert les choses? Et la seule chose qu'il n'a jamais tolérée, c'est le comportement ingrat et manipulateur. Mes parents vivaient dans sa maison. Il dirigeait leur entreprise depuis un bâtiment qu'il possédait. Il les a maintenus à flot plus de fois que je ne pouvais en compter, mais toujours tranquillement, supposant toujours qu'ils gardaient au moins la famille ensemble. Je ne l'avais pas encore appelé, mais j'allais le faire. Et une fois qu'il aurait entendu ce qu'ils ont fait, pas seulement à moi, mais à son nom, à son entreprise, à sa confiance, ils auraient de plus gros problèmes qu'une paix rejetée. Je n'avais pas prévu d'impliquer grand-père. Pendant la majeure partie de ma vie, il est resté en dehors des drames familiaux. A dit que les adultes devaient régler les choses comme des adultes. Mais ce n'était pas juste un drame. C'était une spirale de manipulation à part entière, et ça n'allait pas s'arrêter à moins que quelqu'un de plus grand que moi ne le dénonce. Alors, vendredi matin, je suis allé chez lui en voiture. Route de campagne tranquille, même balançoire de Porsche grinçante, même café noir sur le poêle. Il a ouvert la porte et n'a rien dit. Il m'a juste regardé comme s'il savait déjà. Je lui ai tout raconté,
du message vocal de Thanksgiving aux 84 appels manqués, aux fausses larmes, à l'échec de la paix, à la vie fiscale, tout ça. Et puis je lui ai parlé de la voiture. Celle que j'ai achetée, payée intégralement, et que je ne possède toujours pas légalement. Il n'a pas interrompu. Il n'a même pas cligné des yeux. Quand j'ai fini, il a hoché la tête une fois, s'est levé et a descendu le couloir. Est revenu avec un dossier manille, l'un des plus lourds qu'il utilise pour les papiers de propriété et les documents de location. Il l'a feuilleté, a sorti 2 documents et a passé un appel téléphonique. Je ne savais pas qui il appelait au début. Puis j'ai entendu le nom, son avocat, pas un ami de la VFW, pas une faveur familiale. Un vrai avocat, celui qui s'occupe de sa succession. Il a donné au gars des instructions claires. 2 choses, rédiger une demande formelle de transfert complet du titre du véhicule à mon nom, avec effet immédiat, et mettre un frein au bail commercial du magasin que mes parents louaient chez lui. J'étais toujours assise là quand il a raccroché. Il s'est tourné vers moi et a dit qu'ils avaient eu trop de cordes. Il est temps qu'ils sentent la chute. Je n'ai rien dit. J'ai juste hoché la tête. Le lendemain, samedi, il les a invités chez lui. Midi pile. L'heure a dit qu'il s'agissait du renouvellement du bail et de certaines décisions à prendre. Je suis arrivé 15 minutes plus tôt. Grand-père était déjà à table avec un nouveau dossier de documents qui attendait. Mes parents sont arrivés ensemble. Ma mère avec les yeux rouges, comme si elle avait déjà pleuré. Mon père faisant ce truc de faux calme qu'il fait quand il pense qu'il est sur le point de reprendre le contrôle. Ils sont entrés et m'ont vu à table. Ma mère m'a à peine regardé. Les yeux de mon père ont balayé la pièce comme s'il préparait déjà son discours, mais grand-père ne leur en a pas donné l'occasion. Il a glissé un document sur la table, la demande formelle de transfert de titre. Puis il a dit, vous avez 48 heures pour céder la voiture, sinon je vous dénoncerai pour fraude d'actifs. Mon père a ouvert la bouche. Grand-père a levé la main. Il n'avait pas fini. Puis il leur a tendu un autre papier. Celui-ci était un gel temporaire de leur bail commercial. Pas une expulsion, pas encore. Juste une pause jusqu'à ce qu'ils décident s'ils opéraient toujours de bonne foi. Vous avez utilisé mon nom, mon argent et ma propriété pour soutenir cette entreprise. Et vous avez exploité ma petite fille pour la maintenir en marche. Ça s'arrête maintenant. Ils étaient stupéfaits. Pas seulement à cause de ce qu'il a dit, mais parce que quelqu'un ne leur laissait enfin pas tourner l'histoire. Il n'y avait pas de place pour de fausses larmes, pas de place pour mais nous ne le pensions pas. Pas de place pour reculer. Puis grand-père a lâché quelque chose que personne d'entre nous n'avait vu venir. Il a parlé de la maison, a dit qu'il réfléchissait depuis un certain temps à ce qu'il adviendrait de la maison à long terme. Et après ce petit épisode, il n'était pas sûr que la laisser à des gens qui pouvaient couper leur propre fille par ego était le bon choix. Mon père s'est assis en arrière, silencieux. Ma mère a commencé à dire quelque chose, mais c'est mort dans sa gorge. Puis grand-père m'a regardé et a demandé, veux-tu dire quelque chose? Je me suis levé. J'ai dit, je n'étais pas ici pour reconstruire une famille. J'étais ici pour obtenir ce que j'ai payé. Je ne demandais pas de réconciliation ou d'excuses qui n'apparaissaient que lorsqu'ils étaient désespérés. Ils voulaient que je sorte de leur vie. Je ne faisais que terminer le travail. Je suis sorti. Ils ne m'ont pas suivi. Mais 2 heures plus tard, le titre de la voiture a été transféré à mon nom. Je suppose que grand-père s'est fait comprendre. Le titre de la voiture était officiellement à mon nom dimanche soir. Je l'ai récupéré moi-même au DMV le lundi matin. Nouvel enregistrement, nouvelle plaque, papier en main. C'était censé être la fin. J'avais ce qui était à moi. Pas de dispute. Pas d'excuses demandées. Mais bien sûr, ce n'était pas fini. Mardi matin, j'ai reçu un appel de mon frère. Sa voix était tendue, comme s'il regrettait déjà d'avoir composé le numéro. Il a dit, je pensais que tu devrais savoir. Ils disent aux gens que tu as fait chanter grand-père. J'ai réellement ri. Pas un rire sarcastique, un rire fatigué authentique. Apparemment, ma mère était déjà au téléphone avec 2 de mes tantes et un cousin, peignant toute l'affaire comme si j'avais manipulé toute la situation. Elle leur a dit que je m'étais pointé chez grand-père avec une menace juridique et que j'avais raconté une histoire à pleurer pour le faire se retourner contre eux. Elle a dit que grand-père était trop vieux pour gérer toute cette pression et que j'avais profité de sa confiance. Je pouvais deviner son ton exact.
Victimisation polie enveloppée d'inquiétude. C'était son costume préféré. Puis mon frère a dit quelque chose qui m'a arrêté. Ils disent que la voiture n'était pas une vente, que c'était un prêt, que tu n'as jamais fini de les payer. Au début, je n'y ai pas cru. J'ai pensé que peut-être il avait mal compris. Non. Il se préparait vraiment à essayer de contester toute la vente, à dire que ce qui s'était passé en février n'était pas une transaction propre, mais un vague accord qu'il pouvait maintenant tordre en ce qu'il voulait. J'avais des preuves, un virement bancaire, des reçus, même des SMS confirmant le montant et les conditions. Mais ça n'avait pas d'importance. Il ne s'agissait plus de la voiture. Il s'agissait du contrôle. Il l'avait perdu et maintenant il voulait du sang. Et voici le pire. Je pouvais dire que mon frère ne pensait même pas qu'ils avaient tort. Il a dit, peut-être juste leur parler avant que ça n'aille trop loin. C'était la dernière fois que j'ai répondu à ses appels. Alors, j'ai fait la seule chose que je savais qui mettrait fin à tout ça. J'ai appelé grand-père. Il n'a pas répondu à nouveau, ce qui devenait un thème. Mais cette fois, quand il a rappelé, il savait déjà. Il a dit, ils m'ont parlé de la voiture. Tu peux croire ça? Je n'ai pas répondu. Puis il a dit qu'ils avaient essayé de me culpabiliser. Ils ont dit que je leur tournais le dos. Ils ont dit que tu es trop émotive et que je n'ai entendu qu'un seul côté. Je lui ai demandé ce qu'il avait dit en retour. Il n'a pas hésité. Je leur ai dit que s'ils déposaient un seul document concernant cette voiture, je mettrais en vente le bâtiment du magasin. Et s'ils laissaient même entendre qu'ils allaient traîner ça devant les tribunaux, je réécrirais l'acte de la maison et te le donnerais. J'étais silencieuse. Il a continué. J'en ai assez de les voir mâcher les gens comme ça. Ta mère fait ça depuis qu'elle a 16 ans. Ton père suit juste ce qui lui permet de se sentir comme un roi. Mais je connais la vérité. Je sais qui a fait le travail. Et je sais qui a maintenu l'endroit ensemble quand ils ne pouvaient pas se donner la peine. Ce soir-là, mes parents ont dû réaliser à quel point ils avaient mal calculé. Parce que le matin, j'ai reçu un email d'une adresse Gmail générique avec un PDF en pièces jointes. C'était un accord de résolution mutuelle rédigé comme un modèle que quelqu'un avait copié sur un blog juridique. Pas de nom d'avocat, pas de signature. Le langage était ridicule. Ils accepteraient de ne pas contester la propriété du véhicule si je signais une clause promettant de ne parler à aucun membre de la famille élargie des désaccords personnels et accepteraient de ne pas ternir l'image de la famille par des récits dramatisés d'événements passés. J'ai failli m'étouffer avec mon café. Récits dramatisés. Ils menaçaient de me poursuivre en justice, de voler ma voiture et de réécrire l'histoire. Et maintenant, c'était moi qui risquais de ternir la famille. J'ai transmis le tout à grand-père. Il n'a rien répondu. Le lendemain matin, il a fait quelque chose de mieux. Il m'a envoyé une photo. C'était une copie du bail du magasin avec leur nom rayé au marqueur noir et une ligne vierge en dessous. Au-dessus, il y avait une note écrite de sa main. Ils veulent la guerre. Laissez-les avoir le silence à la place. Cet après-midi-là, ils ont perdu le bâtiment. Grand-père leur a signifié un avis. Pas une expulsion, pas encore. Juste une résiliation du bail à son échéance le trimestre prochain. 90 jours. Ils pensaient pouvoir réécrire l'histoire, tordre les faits, me menacer de silence. Mais ils ont oublié la seule chose qui les a toujours sauvés auparavant était le silence de grand-père. Et cette fois, c'était lui qui écrivait la fin. Grand-père m'a appelé un jeudi soir et m'a demandé si je pouvais passer à la maison ce week-end. Sa voix ne sonnait pas lourde, juste calme. Le genre de calme qui signifiait que quelque chose allait se terminer. Il a dit, tu devrais venir chercher le titre de la voiture en personne, et ils seront là. Je savais qui il voulait dire, et je savais ce qu'il faisait. Ce n'était pas pour leur bien. C'était pour le mien. Alors, j'y suis allé. Samedi, 15 h. Je me suis garé dans l'allée que je n'avais pas vue depuis plus d'un mois. La dernière fois que je me suis garé là, j'avais encore l'illusion que la famille pouvait être réparée juste parce que les gens partageaient le même sang. Je ne pensais plus ça. La porte d'entrée était entr'ouverte. Je suis entré sans frapper. Grand-père était assis dans son vieux fauteuil inclinable dans le salon, calme comme toujours. Mes parents étaient déjà là sur le canapé en face de lui, assis côte à côte comme s'ils attendaient un verdict. Ils ne m'ont pas regardé tout de suite. Je suis resté juste à l'intérieur de la porte pendant un moment.
Personne n'a rien dit. Puis grand-père a fait un geste vers la chaise en face de lui et a dit, terminons en. Alors, je me suis assise. Ma mère a été la première à parler. Elle n'a pas pleuré cette fois. Pas de théâtralité. Elle a dit qu'ils étaient désolés, mais ça ne sonnait pas comme du regret. Ça sonnait comme une formalité, comme quand quelqu'un s'excuse de vous avoir bousculé sur le trottoir. Puis mon père a parlé. Il a dit que les choses avaient dégénéré. Nous ne pensions pas que tu partirais vraiment comme ça. C'était ce qu'il y avait de plus proche de l'honnêteté que j'avais entendu de l'un ou l'autre d'eux depuis des semaines. C'est ce qui m'a blessé. Pas l'insulte, pas la trahison, mais le fait qu'il n'avait jamais réellement cru que je pouvais choisir d'en finir. Qu'il pensait que je finirais toujours par revenir parce que c'est ce que j'avais toujours fait. Pas cette fois. Grand-père a ouvert un dossier sur la table basse. À l'intérieur se trouvaient 2 documents. L'un était le titre de la voiture finalisée et enregistrée à mon nom. L'autre était un avis confirmant la fin de leur bail au magasin. Prise d'effet dans 60 jours. Il m'a tendu le titre et les a regardés. Si elle vous avait poursuivi en justice, je l'aurais soutenu devant les tribunaux. Mais elle ne l'a pas fait. Il vous a donné une porte de sortie, et vous avez quand même choisi de la tordre. Ils n'ont pas argumenté. Puis grand-père a ajouté quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Il leur a dit qu'il avait mis à jour son testament. Il n'a pas dit ce qu'il y avait dedans, juste que certaines choses avaient changé. Il s'en est tenu à ça. Ma mère est devenue pâle. Mon père a baissé les yeux. Je suis restée silencieuse. Puis grand-père s'est tourné vers moi et a dit, « Tu es venu chercher quelque chose, et je pense que c'est plus qu'une simple voiture. » Il avait raison. Je suis venu chercher le dernier morceau de moi-même que j'avais laissé dans cette maison. La conviction que j'avais besoin de leur approbation pour appartenir. J'ai plié le titre dans mon sac et je me suis levé. Pas d'au revoir, pas de dernière pique. Je n'avais pas besoin qu'ils m'expliquent quoi que ce soit d'autre. Je ne le voulais pas. Je comprenais déjà tout ce que j'avais besoin de comprendre. Alors que je me dirigeais vers la porte, ma mère s'est levée comme si elle allait me suivre. Je l'ai entendu murmurer, « Pamela ». Je ne me suis pas arrêté. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi et je suis allé à ma voiture. Ma voiture, et je suis parti. Pas vite. Pas en colère. Fini. Maintenant, quelques mois plus tard, je vis dans un nouvel appartement dans un autre quartier de la ville. La voiture est garée en bas, propre et à mon nom. Je n'ai pas eu de nouvelles d'eux depuis ce jour-là, et je n'ai pas cherché de mise à jour. Mais parfois tard dans la nuit, je pense à la rapidité avec laquelle tout s'est effondré. Pas à cause de ce que j'ai fait, mais parce qu'ils n'ont jamais cru que j'avais la force d'arrêter de réparer les choses. Ils disaient, le sang est plus épais que l'eau. Mais ils ont oublié la version complète. Le sang de l'alliance est plus épais que l'eau de la matrice. La famille ne vous tient pas chaud quand elle est construite sur le contrôle. Mais la vérité le fait, les limites le font. Et la paix, la vraie paix, vient quand vous finissez par vous en aller sans broncher. Ils m'ont dit de ne pas venir à Thanksgiving. J'ai fait exactement ce qu'ils ont demandé, et je ne suis jamais revenu. La mise à jour. Ça fait environ 7 mois que je les ai vus pour la dernière fois. Il n'y a pas eu d'appel, pas d'excuses surprises, pas d'invitation de vacances glissées sous la porte. Juste du silence. Et honnêtement, j'en suis reconnaissante. Le magasin a fermé. Il n'a pas pu survivre après la fin du bail. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas tendu la main. J'ai juste pris note et je suis passé à autre chose. Je vois grand-père régulièrement maintenant. Il vient dîner toutes les 2 semaines. On fait simple, on parle du travail, du jardin, de choses aléatoires. Le reste enfoui. Et en parlant de travail, j'ai commencé à aider d'autres petites entreprises à mettre en place les systèmes que j'ai autrefois construits pour mes parents. Un client s'est transformé en 2, puis en 5. Maintenant, c'est quelque chose de stable. Calme, honnête, non. La voiture est toujours avec moi. Chaque fois que je la conduis, je pense qu'ils ont essayé de me prendre ça, et je ne les ai pas laissés faire. Je ne suis pas revenu. Je n'ai pas pardonné ce qui n'a pas été réparé. Mais j'ai avancé, et c'est plus cassé.